Les vacances sont terminées dès lundi prochain. C'est déjà la rentrée des classes. Chaque apprenant doit se présenter avec ses fournitures au complet. Mais la question est de savoir si les parents ont pu acheter la longue liste des fournitures imposées. C'est bien sûr la question que nous nous posons ce matin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jennifer, bonjour à vous aussi. Bonjour Aurélien Akouainou, bonjour également aux amis téléspectateurs. J'espère que vous êtes prêts, vu toutes les fournitures qu'il faut avoir avant que les enfants n'aillent en cours. On se demande également, Roch, non seulement si les parents ont tout payé, mais pourquoi autant de livres, puisqu'il y en a beaucoup de plus en plus? Oui, c'est la grosse question. Il y a les ouvrages qui sont au programme, mais en dehors de ces ouvrages, on constate que l'établissement ou les établissements imposent encore 2 à 3, voire 4 ouvrages supplémentaires que le parent doit acheter à l'enfant. Est-ce que l'enfant a besoin de tous ces ouvrages pour sa réussite scolaire? N'est-ce pas une sorte d'escroquerie, comme le pensent beaucoup de parents, entre les chefs d'établissement, les concepteurs de programmes et les concepteurs d'ouvrages scolaires? On se pose également la question et nous allons faire le débat dans cette émission avec des gens très avisés, mesdames et messieurs. Absolument, et qu'ils sont déjà dans ce studio. Nous allons les retrouver dans quelques minutes. Mais avant cela, Roch, après avoir chanté, comme d'habitude, après avoir rigolé et après avoir découvert surtout les merveilles du Bénin. Justement, les merveilles du Bénin nous amènent aujourd'hui à Segbana. Oui, Segbana, c'est cette ville du nord Bénin que nous vous faisons découvrir à travers les merveilles du Bénin. Voilà, j'espère que vous avez pu découvrir justement Segbana à travers ses sites, à travers ses richesses touristiques et également les productions dans cette localité. On a vu, c'est une localité qui produit du coton, qui produit de l'igname également. Absolument, les populations dans les images, on se rend compte qu'elles sont très à l'œuvre pour cette production et on a tout de suite envie d'y faire un tour. Je ne sais pas si ça vous a fait la même impression. Bien sûr, surtout qu'il y a désormais une voie bitumée qui donne accès à cette ville du Bénin. Je pense que le transport est très facile et il faut dire que c'est une ville qui a 4700 km² selon les informations que nous avons reçues. Justement, nous disons bonjour à toutes les populations de Segbana qui nous suivent actuellement. Voilà, nous allons maintenant passer à l'instant humour et retrouver notre humoriste qui a concocté quelque chose pour nous. C'est la rentrée dans quelques jours. Eh bien, il veut nous parler de la rentrée scolaire dans son humour. C'est Instant Humour. Il s'appelle Pape Isaac. Quand il démarre sa présentation, eh bien, il ne s'arrête pas. Ça prend le temps qu'il faut, en tout cas. Bonjour à tout le monde, bonjour aux téléspectateurs. Moi, c'est Isaac Tosia Fodji Dikazitos, alias Mozoski de Ish. Pape Isaac 17, demi-dieu de sa famille, le seul héritier bien qu'il y a des frères et sœurs. Comme il m'a appelé à la phase Fofo, AIP pour les intimes, Ange Isaac protecteur du nom d'artiste chanteur spermatozoïde, le seul et l'unique brodeur boutonnier. 12 315 clavicules brisées via Darui. La patience est un chemin d'or. Actuellement appelé Papa Victoire. Si vous ne pouvez pas appeler Papa Victoire, appelez-moi tout simplement Papa Nézignon. Attends 4 côtés, actualisé à temps crayon, 13e apôtre de Jésus, assis à la droite du Père. Je suis le représentant de tous les Vous arrivez à vous rappeler de tout ça? Franchement, tout ça pour vous. Ce sont mes prénoms et surnoms. Oui, les prénoms et surnoms. Oui, donc, je ne sais pas si j'ai pu retenir quelque chose, mais j'ai entendu Papa Victoire. Oui, bon, j'ai entendu spermatozoïde de quoi. Je prendrai le temps peut-être un de ces jours de venir détailler chaque prénom parce que... D'accord, il le faut. Oui, ça. Il le faut. Dans quelles circonstances? Parce que nous parlons des prénoms et les circonstances dans lesquelles ils sont donnés à un enfant. Ouais. Si vous portez tous ces prénoms, c'est qu'il y a des circonstances
circonstances, vraiment. Il y a des circonstances. Et Très puis, bien. on prendra peut-être un de ces jours, on va détailler chaque fois. Non, c'est moi qui vais choisir les prénoms. Hein. Il n'y a pas de souci. D'accord, Pape Isaac, la rentrée, hein, c'est dans quelques jours. Vous avez fini l'achat des fournitures scolaires déjà? Ça donne l'insomnie et puis Ah bon, tout ça donne quoi? L'insomnie? L'insomnie. Ah d'accord, heureusement pour vous. Non, mais vous avez peut-être mal entendu ce que j'ai dit. Bon, ça fait aussi partie de ce que nous sommes en train de faire. D'accord. Bon, ça donne l'insomnie, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas facile. Je félicite tous les parents qui l'ont déjà fait. Je félicite tous les parents qui réfléchissent toujours. C'est pas plus tard qu'hier, j'ai croisé deux parents qui se chuchotaient des choses où vraiment l'autre disait, mais franchement, avec le temps, là, comment ça peut se faire? Vraiment, j'ai une liste, vraiment. Et l'autre dit, tu sais, ma femme, elle est même partie jusqu'à vendre la moi avec tous les vêtements. Oh là là, c'est extrême ça. J'espère que ce n'est pas votre cas. Non. Pour le moment, je suis en train d'apprendre que c'est ma moto qu'ils sont en train de viser pour pouvoir vendre et acheter les fournitures, mais je fais tout possible pour sortir avec. D'accord. Mais il faut bien que l'argent sorte. Oui. Donc, de toute façon, il y a toujours quelque chose à mettre à l'actif des enfants pour pouvoir leur donner au moins ce moment-là, permettre en ce moment-là d'aller à l'école. Moi, j'ai toujours dit à mon papa, même hier, je lui ai dit, vous l'avez déjà fait pour moi, je le ferai aussi pour mes enfants. Donc, ne vous inquiétez pas, ne demandez même pas à savoir comment je vais le faire. Okay. S'il faille que j'aille 3 points de suspension, je le ferai. Vendre un peu votre barbe là? Peut-être. Et surtout, ce que j'aime souvent au cours de la rentrée, c'est cette poésie-là qu'on fait tout pratiquement chaque année. Et parfois, c'est une poésie qu'on doit réciter au début de l'année. C'est la rentrée. La rentrée. Pendant 2 lunes tout entières, la petite école a dormi. À Cotonou, on ne constate pas que quand l'école dort. À Cotonou, souvent, il y a les cours de vacances et tout. Mais c'est au village qu'on constate que l'école dort vraiment. Parce que le premier jour de la rentrée, même dans les fournitures scolaires, on te met un coupe. On achète tout, mais on met aussi coupe dedans. Il faut sacler. Oui, parce qu'il faut sacler, il faut désherber. À Cotonou, on met ça dedans, mais je ne sais pas. Mais parfois, on nous demande d'amener l'argent pour qu'on puisse acheter ça dans l'école. Mais au village, tu achètes. Oui, donc la liste, elle est longue. Mais il y a aussi des listes de maisons qui s'ajoutent. Roue, coupe, balai, râteau, tout ça. C'est ça. Et ce que j'aime dans la poésie, c'est l'endroit où ça dit, et en village, on jouait, ce temps est fini, c'est la fin des belles vacances, c'est l'école qui recommence. Mais il y a des enfants qui continuent même de s'amuser jusqu'à la fin de l'année. En effet, hein? Oui, parce qu'on constate que dans une école, je n'ai jamais eu de premier, rien que de premier. Il y a toujours un dernier. Toujours. Celui-là, je me demande s'il ne s'amuse pas. Il ne s'amuse pas. Il est aussi intelligent à sa manière. À sa manière. Ah oui, c'est ce qu'on dit souvent. C'est ce qu'on dit souvent, mais c'est lui qui garde dans l'antenne de tout le monde. Oui, ça, c'était Pape Isaac. Non. Et il y a aussi le fait, je ne sais pas si vous l'avez constaté dans le temps. Quoi ça? Bon, jusqu'à un passé récent, moi j'ai laissé le primaire, le secondaire. Oui. Il y a un phénomène que je constate. D'accord, ok, oui, allez-y. Le premier jour de la rentrée, il y a des enfants à qui parfois les parents tirent l'école pour pouvoir les amener à l'école. Et ils pleurent parce qu'ils sont dépaysés. Non, c'est méchant ça. Ils sont dépaysés. Vous voyez la caricature qu'il fait? On tire l'école pour pouvoir... Non, mais ils ne sont pas des moutons. Je parle pratiquement de quelqu'un que je connais. Ah, d'accord. Où le premier jour de la rentrée, et on lui a tout remis, il a porté tout ce qu'il faut. Et au moment opportun, il a commencé par pleurer, il a dit qu'il ne veut pas y aller. Donc on a été obligé de prendre la cravache, tout ça là. Non, Vous parlez de vous? Bon, en ce temps, passé très récent. Il ne fallait pas agir comme ça, il fallait l'amadouer et lui faire des promesses. Quand tu as un parent qui est amadou. Ouais.
Merci beaucoup, Papi Isaac. Dans la deuxième partie, je vais donner des petites astuces pour pouvoir amener les enfants à mieux réussir. D'accord. Ah oui, c'est important, oui, aussi bien pour les parents que pour les enfants. Surtout pour les parents. Surtout pour les parents. Super. Alors, nous allons passer au clip du jour et Jennifer a voulu qu'on découvre aujourd'hui un autre clip de notre artiste Sesime, n'est-ce pas? Absolument. Le clip Agondo qui est du bon, revisité et un peu modernisé. En tout cas, nous très dansant. Ah oui, très dansant. Hein? C'est le clip du jour. Bono
Oui, hein, c'est du bon modernisé. Hein. J'espère que vous avez dansé. Ah oui, Jennifer. Oui, nous on a essayé de danser ici sur le plateau. Tout ce que vous avez fait tout à l'heure, vous allez essayer de le reproduire. Comme ça, les téléspectateurs vont juger à la fin. Mais vous savez, généralement, pour danser du gbon, je me mets d'abord en 3 pièces. Oui, c'est lorsque je me mets en 3 pièces que je danse bien Vous pouvez esquisser des pas avec la veste, ça ne nous gêne pas du tout. D'accord, on va démontrer de quoi nous sommes capables à la fin de cette émission. Et les téléspectateurs pourront nous noter. Allez, nous allons installer le plateau de discussion. Les invités sont déjà autour de cette table. Vous allez les découvrir. Nous parlons de la kyrielle liste de fournitures scolaires que les établissements scolaires imposent aux parents. Est-ce que c'est de l'escroquerie pure et simple ou bien tout est indispensable aux apprenants? Eh bien, nous faisons le débat. Et voilà, déjà, ils refusent l'expression escroquerie. En tout cas, on va en parler tout à l'heure. Oui, Jennifer. Tout à fait, Roch. Fourniture scolaire, pourquoi un chapelet de livres? On se pose la question. Et nous avons sur ce plateau des profils assez intéressants. Déjà, nous avons un parent d'élève, Roch, qui est trésorier général adjoint international des parents d'élèves et étudiants, la structure mondiale. Bonjour, Monsieur Epiphanazon. Bonjour, madame la journaliste, et monsieur le journaliste également, et bonjour chers téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et en face, Roch, nous avons un enseignant qui est également promoteur des livres scolaires. Bonjour, monsieur Guindéou. Bonjour, madame. Alors, monsieur Emmanuel Guindéou, merci d'avoir accepté notre invitation. Et Roch, au téléphone, nous aurons un inspecteur à la retraite, inspecteur de l'enseignement secondaire. Il s'agit de monsieur Maurice Vincent Podanro. Bonjour, monsieur Podanro. Bonjour, madame la journaliste. Je salue vos invités. D'accord. Bonjour à vous aussi. Vous aurez la parole tout à l'heure. Alors, d'accord. Oui. Monsieur Epiphanazon, vous êtes président de l'Association nationale des parents d'élèves. Sur ce plateau, vous représentez les parents d'élèves. Nous sommes à quelques jours de la rentrée des classes. On voit déjà devant les étalages de vente de fournitures scolaires les parents avec les listes sur lesquelles il y a tellement d'ouvrages à acheter. Est-ce que vous pensez que tous ces ouvrages qui sont listés sont indispensables pour la réussite scolaire des enfants? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vais d'entrée dire que les livres qui sont au programme sont décidés par l'État central. Tout à fait. Donc, certaines écoles privées, pour qu'il y ait un bon rendement, en demande davantage. Chaque professeur en demande davantage parce que les livres qui sont au programme, pour eux, ne suffisent pas et il faut... Mais dans cette demande, est-ce que vous n'y voyez pas de l'exagération? Bon, c'est discutable. Exagération, je ne peux pas dire. L'essentiel, ce que nous recherchons, nous parents, c'est le résultat en fin d'année scolaire. C'est ce que nous recherchons. Mais lorsque pour une seule matière, par exemple, on demande aux parents d'acheter 9 livres, on prend le français par exemple, on demande d'acheter 9 livres à l'enfant. On prend les mathématiques, il faut acheter 3 à 4 livres en dehors de l'ouvrage au programme scolaire. Oui. L'ouvrage au programme scolaire, c'est ça qui est incontournable. C'est ça que le parent doit prendre pour son enfant. Le reste, je crois qu'il revient aux parents de voir si c'est nécessaire. Et pour voir si c'est nécessaire, il faut que le parent se rapproche de l'école où son enfant est inscrit, pour savoir en quoi est-ce que tout ce qui est demandé, en plus de ce qui est retenu par l'État central, en quoi est-ce que tout ça là est nécessaire. D'accord. Je crois que c'est l'État central qui fait l'étude du terrain et qui décide de tel livre ou pas. Mais pourquoi, monsieur Guindéou, en tant qu'enseignant et promoteur d'ouvrages scolaires, pourquoi en rajouter d'autres? Est-ce à dire que ce qui a été décidé n'est pas suffisant? Oui.
Je vous remercie, je remercie tous les téléspectateurs. Je voudrais d'abord, d'entrée de jeu, vous dire de ramener la balle à terre, comme on le dit généralement. Oui, la balle est à terre, M. Kéréo. Oui. Et je crois qu'il y a la DIPIC. Nous avons un inspecteur en ligne. Oui. Il y a la DIPIC, la Direction de l'inspection pédagogique, de l'innovation et de la qualité. C'est eux qui décident. Au fait, c'est des personnes avisées qui ont reçu cette onction de faire le tri. C'est-à-dire, les promoteurs amènent les documents. Il y a un processus. Et c'est à eux maintenant de décider, de dire, bon, voilà. Vous savez, d'abord, nous avons deux types de documents. Il y a les documents qui sont exigés, et nous avons recommandé, nous voulons dire, et des documents d'appui. Là, les parents doivent souffrir un tout petit peu. Je suis d'accord, moi, mais je suis parent d'élèves. Les documents qui sont recommandés, nous allons parler des livres. Vous avez, entre-temps, vous avez utilisé aussi des livres. Maintenant, nous avons aussi des documents d'appui. Là, c'est souvent les livres d'exercice. Donc, si vous dites, ça veut dire que pour la même matière, nous avons tout au moins 2 documents par matière. Oui. Si nous cumulons les 7 matières, peut-être bien les 8 matières, ça fait près de 16, ça fait près de 20. Ça pèse sur les parents. Mais je suis heureux que le président de l'association des parents d'élèves ait aussi relevé déjà que nous ne recherchons que le résultat. Mais est-ce que c'est toujours le résultat que l'on recherche? Oui, parce que oui, vous savez... Lorsque vous êtes, par exemple, concepteur d'ouvrages scolaires, de documents d'appui, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, vous avez investi pour concevoir votre ouvrage. Il faut bien l'écouler. Voilà, donc vous allez voir, vous négociez avec un chef d'établissement, vous lui dites, mets-moi mon ouvrage dans la liste des fournitures achetées par les parents. En retour, tu as un pourcentage donné. Et c'est comme ça se passe. On impose justement aux parents. Normalement, nous parlons d'éthique. Nous ne devons pas imposer un document. Parce que nous voulons de l'argent. Nous travaillons sur la matière humaine et non sur des objets. Monsieur Guénéo veut dire qu'il ne l'a jamais fait. Jamais. Je ne peux pas. Normalement, ça dit, vous savez, vous êtes journaliste. Je vais un peu dans notre couvent et je vous parle. Franchement. Oui, allez-y. Et vous savez, lorsque il y a un établissement, la gestion d'un établissement est très structurée. Nous avons d'abord les directeurs d'établissement. Après, nous avons les censeurs et les surveillants généraux. Maintenant, dans chaque matière, nous avons une animation que nous faisons. En tout cas, pour ce qui concerne les SVT et d'autres matières, souvent c'est le mercredi que les enseignants de la même matière se regroupent pour opiner, pour voir les insuffisances qu'il y a, comment ce que les inspecteurs ont mis à la disposition de ces enseignants, comment est-ce qu'on peut conduire? Est-ce que nous avons des plus jeunes? Et normalement, à la rentrée, bien avant la rentrée, nous avons l'animation, c'est-à-dire les animateurs d'établissement qui devraient recevoir des instructions de la direction pour dire quels sont en dehors des listes, de la liste officielle, qu'est-ce que nous devons encore utiliser. Et là, vous savez, ce qui est recommandé par l'État, c'est d'abord d'office. Ça, là, c'est incontournable. Parce que ça veut dire que c'est des personnes très avisées qui ont eu à réfléchir et à faire cette sélection. Dans certaines conditions. Non, pas dans des conditions. Je crois que ça dit n'allons pas saper ce que ces inspecteurs-là font. En tout cas, font du bon travail. Il y a un inspecteur au téléphone. Oui, il y a un inspecteur au téléphone. Non, je ne crois pas que c'est parce qu'on ait donné de l'argent à un inspecteur qu'il va imposer un document. Non, je vous ai dit que nous travaillons sur de la matière humaine. On ne peut pas, par exemple, banaliser les choses ou bien, c'est-à-dire parce qu'on est cupide, on va sacrifier des générations. Non, je ne crois pas. Et non seulement ça, vous savez, ce n'est pas un seul inspecteur qui décide. C'est un collège d'inspecteurs. Et c'est des gens que nous respectons. C'est des gens qui ont été formés pour. Ils ne peuvent pas s'amuser avec la vie des enfants sous prétexte qu'il aura en retour un peu de jetons. Non. Si le document ne tient pas,
je ne crois pas que quelle que soit la fortune qu'on va remettre à nos inspecteurs, que moi je connais bien sûr, d'accord, ceux-là qui siègent, je ne crois pas qu'un inspecteur accepterait prendre de l'argent pour... Monsieur Podanjo, vous êtes en ligne, hein? Je suis dans les... Voilà. À travers ce que nous avons entendu tout à l'heure, c'est vous, inspecteur, qui ordonnez qu'on mette certains ouvrages au programme. Comment se fait-il que les parents se retrouvent avec une kyrielle de livres à acheter dans la même matière? Vous n'avez pas pitié des parents ou bien c'est toujours pour le bon résultat au niveau de l'apprenant que vous faites ça? Je vous remercie, monsieur le journaliste, madame la journaliste aussi, je vous remercie. Je salue le président Azon, qui est sur le plateau, que je connais très bien. Je salue aussi le professeur Kendéou, Emmanuel. Bon, j'ai suivi les différentes déclarations et ce que je m'avais dit à l'entame, c'est que le phénomène que vous dénoncez est effectivement réel, particulièrement dans les grandes villes. Dans les grandes villes? Ah oui, parce que si vous allez à Tukuntuna, à combien de parents d'élèves, des enseignants peuvent-ils imposer des longues listes d'ouvrages à acheter? Hein? Même en restant dans le sud ici, à Sarikapé, ou bien ce j'ai fait qui sur l'eau là, dans Soava, à qui est-ce qu'on peut imposer des longues listes d'ouvrages à acheter, même s'ils sont officiels et au programme? Donc, je dis, c'est réel, mais il est surtout urbain et, disons même, dans les grands centres-villes. On estime que les parents qui sont dans les grands centres-villes sont nantis et qu'ils peuvent faire face justement à cela. Oui, disons que les parents dans les grandes villes sont pour une bonne part des gens qui ont eux-mêmes été à l'école, qui connaissent l'importance de l'école, qui connaissent l'importance des manuels et qui pensent que pour permettre à leurs enfants de réussir facilement, il faut qu'ils les mettent dans les bonnes conditions. Et parmi les bonnes conditions, il y a la mise à disposition des différents manuels scolaires. D'accord. Monsieur Podanjo, voilà. Toujours est-il que dans certaines zones à l'intérieur du pays, Soava, etc., il arrive que des élèves excellent, soient même premiers à des examens. Et en ce moment, on se dit qu'ils n'ont pas forcément eu tous ces nombreux livres-là dont on bénéficie en zone urbaine. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Oui, c'est en cela que et pour pouvoir apprécier l'impact de ces livres sur les résultats, il faut évaluer le niveau d'utilisation de ces livres-là. Parce qu'en réalité, même si tous les parents du Bénin avaient de quoi acheter des livres, ou bien considérons même que l'État ait assez de moyens pour mettre tous les ouvrages officiels à la disposition des bibliothèques ou des CDI dans les établissements pour que les enfants puissent les utiliser. Combien d'enseignants sollicitent les livres que les parents ont achetés et mis à la disposition de leurs apprenants? Voilà. C'est une grosse question. Parfois, ils achètent les livres et qui ne sont pas utilisés. Moi, j'ai des neveux, des nièces qui ont fait établissement privé en particulier de Cotonou, à qui mes frères et mes sœurs, des amis, ont acheté des livres qui n'ont jamais été utilisés une seule fois. Parfois, ce sont des livres qui sont très chers. Il y en a qui coûtent même jusqu'à 20 000, 40 000. En vérité, c'est pour dire que les livres sont importants, mais ils ne sont pas incontournables pour le succès de l'acte pédagogique
que doit poser un enseignant en classe. D'accord. Merci, hein, Monsieur Podanjo. Oui. Monsieur Azon, vous l'avez entendu. Lorsque vous mettez dans la peau de parents, peut-être qu'au moment où vous voulez acheter ce livre, vous n'avez pas de l'argent, vous êtes allé faire un prêt quelque part. Finalement, on constate que cet ouvrage que vous avez acheté n'a pas été utilisé par l'enfant. Est-ce que les années à venir, cela peut vous motiver à encore en acheter? Oui, je voudrais déjà savoir à quel niveau ces livres-là ont été exigés à l'enfant. À quel niveau? Est-ce que c'est dans les rues que le parent a eu l'information que tel livre peut marcher pour son enfant? Est-ce que c'est à l'école? Est-ce que c'est l'enseignant de l'élève, de l'apprenant qui a dicté ces livres-là à acheter? Oui. C'est à quel niveau? Parfois, les établissements scolaires ont une liste de fournitures propres à elles et qu'elles vous présentent, ces écoles-là qu'elles vous présentent et qu'elles considèrent comme facultatives certaines fournitures, mais toujours est-il qu'au cours de l'année, il y a des exercices qui sont donnés dans certains cahiers d'activité, dans certains livres par exemple, donc là, ça devient incontournable. Bon, quand c'est facultatif, le parent ne doit pas acheter ce livre. Ils ne se sont pas obligés, mais non, quand il y a un exercice à traiter et que l'enfant doit rendre compte à son enseignant. Non, je crois qu'il y a la formule de photocopie. C'est-à-dire l'enseignant peut photocopier dans un livre donné ou bien peut demander à l'élève d'aller photocopier telle page. Mais la photocopie va peut-être détruire l'œuvre de l'esprit de celui qui l'a fait. Bon, ce que je voulais dire déjà, je voudrais dire au président, en tant que président sur le plateau, je ne suis pas content d'entendre ça, parce que moi, je suis un éditeur. Oui. Vous ne pouvez pas demander à un enfant d'aller photocopier une partie. Mais si l'enfant n'a pas la possibilité d'acheter, si son parent n'a pas la possibilité d'acheter le livre. Écoutez, il y a une autre formule simple. C'est-à-dire, moi, j'ai la chance d'être enseignant et je crois quand même que lorsque vous voulez remettre un support à vos élèves, vous n'irez pas prendre un livre, vous n'allez pas demander aux élèves d'aller prendre un livre. Vous pouvez vous pouvez par exemple utiliser des parties d'un livre pour concevoir, parce que même l'éditeur, le concepteur même, il a trouvé pour la plupart du temps des supports ailleurs. Il a utilisé des supports pour pouvoir concevoir aussi son livre. C'est à l'enseignant, par exemple, je vais proposer des exercices à mes apprenants. C'est à moi de saisir et de mettre ma saisie à disposition pour la photocopie. Mais il n'est pas recommandé, c'est ça que je disais au président, de demander à l'apprenant d'aller photocopier. Parce que lorsque vous dites à l'apprenant d'aller photocopier le livre, ça veut dire que l'auteur du livre, ça veut dire que vous donnez la possibilité à l'élève d'aller photocopier tout le livre. Est-ce pour contourner cela que dans certains établissements, surtout privés, on demande aux enfants qui, s'ils amènent, on voit que c'est le livre même qu'ils ont acheté, on doit les inscrire dans la base de données pour montrer qu'effectivement, ils n'ont pas photocopié, mais plutôt qu'ils ont acheté le livre. Est-ce que ce n'est pas une façon de corrompre justement les chefs d'établissement? Non, ce n'est pas une affaire de corruption. Mais pourquoi en faire une obligation? Pourquoi ce que je vous dis, c'est tout à fait simple. Oui. L'enseignant qui veut donner un exercice dans un livre ne doit pas photocopier le livre, ne doit pas dire aux apprenants d'aller photocopier le livre. Oui. Si je veux donner des exercices, soit je donne l'exercice, c'est ce que tous les apprenants ont, les manuels, là, je leur demande d'aller traiter l'exercice à telle page. Mais s'ils n'ont pas les manuels recommandés, même si c'est exigé, et l'enfant n'a pas les moyens de s'acheter ces documents, les parents n'ont pas acheté les documents à l'apprenant, l'enseignant trouve une autre formule. Parce que normalement, la formule, c'est de proposer le support. C'est à l'enseignant de proposer le support, de fabriquer ce support. À prix réduit ou gratuitement? Non, je ne dis pas. Ça dit que je parle en termes de photocopie. Vous voyez, par exemple, je prends un livre simple.
où vous avez le professeur veut que les apprenants traitent l'exercice numéro 20, qui se trouve sur 2 pages. Oui. Il ne peut pas demander aux apprenants d'aller photocopier le livre de l'auteur. Lui-même, là, il va saisir, il donne le support. C'est à l'enseignant de donner le support. L'enseignant ne peut pas demander aux apprenants d'aller photocopier. C'est à lui de donner le support. Maintenant lorsqu'il se fait que... Lorsque vous êtes enseignant, et vous prenez, par exemple, c'est un livre. Vous prenez un exercice dans un livre, vous pouvez modifier des données parce que c'est une idée que vous avez. Vous avez conçu quelque chose et vous voulez évaluer quelque chose au niveau de vos apprenants. En fonction de la construction du savoir en classe, vous pouvez modifier les données de base du livre. C'est pour ça que le professeur est tenu de faire sur feuille, en tout cas quelques exemplaires de feuilles de 1 ou 2, 3 pages, et c'est ça maintenant qu'il donne aux apprenants à les photocopier. Mais vous savez, il y a une préoccupation très importante. Lorsque le concepteur, il est enseignant dans la classe, et que c'est seulement ceux qui ont acheté le livre qui ont de bonnes notes. Ça, c'est une mauvaise pratique. Moi, je suis concepteur. Oui, je ne vais pas donner le nom du livre. Peut-être ceux qui me voient et qui connaissent, ils peuvent le savoir. Mais si jamais vous le donnez, vous passez à la DRP. On va vous facturer cela. Je ne veux pas aller voir le directeur pour ça. Donc, vous comprenez un tout petit peu. Mais je n'ai jamais imposé le livre. Je peux exciter, je peux chercher des voies et moyens pour que les apprenants aient le document. Mais c'est une mauvaise pratique parce que moi, j'ai fait mon document. L'élève doit acheter, au moins tous mes élèves doivent acheter. Je peux trouver des moyens pour leur faire acheter les documents. Oui, en leur distribuant de mauvaises notes. Non, jamais. Je ne peux pas utiliser le document. Je ne peux pas, c'est-à-dire prendre des exercices dans le document pour inciter les gens à aller faire. C'est ce qui se fait. Non, c'est ça que je vous dis. Si ça arrive, ça c'est la cupidité. Et je crois que nous n'allons pas mettre la cupidité devant. Je vous dis, la plupart des enseignants sont des personnes responsables. Si vous dites ça, ça veut dire que vous ne nous respectez pas. Monsieur le journaliste, vous ne nous respectez pas. Non, les enseignants ne le font pas. Pour la plupart, ils ne le font pas. Combien de pourcentage l'enseignant veut gagner pour, par exemple, mettre à mal la vie d'un apprenant, pour donner 0 à un apprenant, parce que lui veut de l'argent, il veut, par exemple, les 20% vont faire peut-être 500 sur un livre, parce que lui veut 500. Non, les enseignants sont des personnes responsables. Le constat est parfois réel. Monsieur Azon, je comprends Monsieur Gendeou parce qu'il est dans sa peau d'enseignant doublé d'éditeur. Voilà. Moi, je suis dans la peau de parent qu'il souffre que je reste dans la peau de parent. Je suis d'accord. Et que le parent ne soit pas obligé d'acheter le livre conçu par l'éditeur enseignant. Mais qu'il soit obligé de tricher avec ce livre-là en ayant la photocopie d'une partie du livre tant que ça moi, je vous parle en tant qu'enseignant. On dit que les données pédagogiques empêchent un enseignant d'obliger d'abord un élève à avoir le support, à avoir forcément le livre. Même si l'enfant n'a pas le livre, les inspecteurs ne peuvent jamais accepter que, parce que l'enfant n'a pas le livre, que vous lui donnez 0. S'ils apprennent, vous aurez des problèmes. Et je crois quand même que le gouvernement qui est en place, très responsable, va vous sanctionner. Je ne dis pas, l'enseignant n'a pas le droit de dire aux élèves, s'il est sûr, il a fait par exemple ce coaching, et tous les apprenants, il est sûr que tous les apprenants ont le support, il peut demander, aller traiter tel exercice. Sinon, il serait un mauvais enseignant si jamais lui demande d'aller photocopier le livre. C'est à lui d'amener le support aux apprenants. C'est ça que je dis. Il saisit ce qu'il veut dans le livre, Monsieur le Président, ce qu'il veut dans le livre, il saisit, il fait son support physique. Et il demande aux apprenants d'aller photocopier ça. Mais il ne peut pas exiger... Voilà, Monsieur Gendeou, vous parlez des... Non, la seule chose, c'est que vous, étant dit que vous êtes... Ça y est, c'est une autorité qui parle. Vous ne pouvez pas... Au même moment que je suis en train de défendre les enseignants, je ne peux pas accepter que vous demandez aux apprenants sur un plateau de télévision d'aller photocopier les livres. Ça ne peut pas se faire. Ce qu'on dit, on est d'accord, que c'est une œuvre d'esprit, qu'on ne peut pas demander aux gens d'aller photocopier. Maintenant, lorsque l'enseignant, il donne les références de l'exercice au tableau et il donne l'exercice,
Le lendemain, il vient, un apprenant qui ne fait pas l'exercice. C'est ça que je vous dis. Ça, c'est une mauvaise pratique. Mais à ce moment... Je ne demande pas. Nous n'allons pas cultiver les mauvaises pratiques sur un plateau de télévision. D'accord. Ce que nous sommes en train de dire, ça arrive. Moi, mais je peux le faire. Je peux l'avoir fait. C'est de la triche. Et ce n'est pas bon. Je crois que aucune recommandation formelle ne demande à un enseignant d'aller donner un exercice dans un livre. S'il n'est pas sûr que tous les apprenants ont le livre, il ne peut pas le faire. S'il le fait, c'est de la triche et c'est une mauvaise pratique. Ce qu'on nous demande, Madame Jennifer, ce qu'on nous demande, c'est tout à fait simple, j'aurais fini tout de suite. Oui. C'est que si vous voulez, par exemple, que les gens fassent un exercice, vous préparez votre exercice de la maison. Et vous venez, vous laissez le support, photocopier ça, faites-moi cet exercice. Là, vous pouvez être exigeant. Mais si vous n'êtes pas sûr que l'apprenant ait le livre, même si vous demandez de photocopier les parties du livre, et si l'apprenant n'avait pas de l'argent pour photocopier, c'est encore une autre chose. D'accord. D'accord, très bien. Oui. On va... Monsieur Podanho, vous êtes en ligne, hein? Oui. Voilà. On est en train de dénoncer un fait. Il y a ces enseignants qui conçoivent les ouvrages, qui donnent des exercices dans leurs ouvrages et qui, d'une manière ou d'une autre, obligent justement les enfants à acheter ces livres. Est-ce que ce n'est pas une réalité dans les écoles? Oui, monsieur le journaliste, je crois que ce sont des déviances qu'on avait observé et auquel, je crois, nous avons mis un terme après une lutte acharnée sur 1, 2 ou 3 années. Et moi, avant d'aller à la retraite, j'étais directeur départemental des enseignements secondaires de l'Atlantique et j'ai dû diriger des descentes dans certains établissements de mon département où on forçait des apprenants à acheter des cahiers d'activité, surtout des cahiers d'activité. Bon, donc, ce dont vous parlez, c'était une réalité et c'est vrai que la question des pourcentages amenait certains enseignants, amenait certains administratifs à se prêter à ce sale jeu. Mais, comme l'a dit M. Guinéou, ce n'était pas tous les éditeurs qui s'adonnaient à ça. D'accord. Et ce que je crois, c'est que, en gros, si le phénomène n'a pas totalement disparu, oui, on l'a réduit quand même à sa plus simple expression aujourd'hui. D'accord, merci. Nous avons entendu le micro. Monsieur Azon, vous aurez la parole tout à l'heure. On va écouter les avis des parents d'élèves que Arnaud Adadja a rencontrés. Il leur a tendu son micro. Il se prononce sur le sujet. Nous les écoutons. Et ils nous obligent d'acheter des documents qu'on n'a pas d'argent pour payer ça. On voit des professeurs où ils envoient des listes que nous sommes toujours étonnés. Nous, les parents d'élèves, nous sommes toujours étonnés. Et il y a des photocopies en plus. Oh, vraiment, c'est difficile. Hein. Bon, je vais dire pour d'autres personnes, c'est pas difficile pour d'autres personnes, mais pour certaines, c'est très difficile. Je me suis étonné. J'ai envie de dire à mon enfant de rester à la maison pour aller faire un autre métier. Moi, j'aimerais bien qu'il prescrit les choses les plus importantes pour le démarrage. Après, on peut terminer avec le reste petit à petit. Sinon, le fait de tout prescrire en même temps et exiger encore que si les listes, si les fournitures ne sont pas au complet, que les enfants ne peuvent pas commencer et tout, et marcher là, ça ne va pas. Mais si là, il faut attendre, parce que les parents de la débat, ils nous bien dans leur, ils n'ont pas bu mon roi. Loi et Cahodé, Viorado Hundo, nous n'est pas, et parents sont arrivés pour mon cabounon. Ils ont mis là, il faut faire village. Donc pas, ils ont raison parce qu'il y a plusieurs
Il y a plusieurs profs qui ont besoin de leur instrument pour travailler avec, mais on ne sait pas comment gérer ça. Parents de quoi on est fourniture nous vitons. Assez fourniture évidemment pour nous doit ça livre les bic les et là un peu budget pour lui prête-moi mon ton prête-moi ton crayon et yo et c'est vraiment viton pour viton yo et c'est soir assez viton ya ça même et na moi nous que ne viton la vidéo on là beton la de on là et sur le temps là et na ya merci Kogan et dans ces pays d'Onjo et dans ces zones nous tout bien à quoi window et tu nous ne devoir ton ou et on à des moments à la fin d'année si tu as payé 5 livres comme ça on voit 3 livres et on se demande où sont les 2 restants. Il dit on ne m'a pas remis. Ça nous étonne. Des fois, ça m'a fait de l'aide, on est pour fin d'année, et non bien y a pas là. Pour nous tuer dans la vie, des à s'en pour aider, des à mal, des à s'en lier. Ben non, la baby, il y a pas les ben non rien. Des bien dans la semaine, il va faire bien dans Hawaii même bleu. Pour nous tuer, on a ni les bien haut. Et pour le poids, dans des à s'en mettre à pour vacances, et budget, des ans pour des mazans pour il est bébé ni bébé à Hawaii. On bloque on est là dans bisogwe. Voilà, assez de réactions, de très belles réactions. Monsieur Azon, vous les avez écoutées. Certains parents demandent pourquoi ne pas échelonner l'achat des livres selon leur usage. Il y a d'autres qui ont parlé de ces ouvrages qu'on impose aux apprenants. On contrôle tout, on leur prend les livres, mais à la fin de l'année, et bien sûr, on ne leur restitue plus leurs livres. Vous êtes parents. Lorsque vous déboursez de l'argent pour acheter ce chapelet d'ouvrages et que par finir, vous retrouvez face à cette situation, vous faites comment? Bon, c'est vraiment difficile, c'est vraiment difficile. Bon, il y a certains qui parlent du collège, il y a certains qui parlent du primaire. Oui, bien sûr. Et même de la maternelle aussi. Oui, même de la maternelle. Au niveau du primaire, de la maternelle, c'est encore... La situation est très atténuante. Mais au niveau du secondaire, c'est un casse-tête pour les parents. C'est un casse-tête parce que chaque professeur, en dehors des documents décidés par l'État central ou par le ministère, il y a... chaque professeur décide encore de certains documents à amener, de certains supports à amener. Oui. Et c'est ça qui déroute les parents. Et on dit que ça doit être acheté dans l'établissement. Oui, mais là, je crois que M. Guendéou doit être d'accord avec moi que ça, c'est de l'escroquerie. Et ça, c'est au niveau des écoles privées. Il n'aime pas du tout cette expression. Non, c'est au niveau des écoles privées. Non, quand ça ne va pas, il vaut mieux avoir le courage de dire que ça ne va pas. Au niveau des écoles privées, on impose... Et c'est les directeurs des écoles privées, les fondés des écoles privées qui disent, bon, écoute, amène tes documents. Bon, lorsque je vends, j'ai tel pourcentage. Parce que eux autres, ils cherchent toujours tous les à côté pour arrondir l'écolage qui ne leur suffit jamais. Voilà. D'accord. Il faut l'avouer, je n'ai rien contre eux, mais c'est la vérité. Monsieur Guendé, vous avez également suivi la VOSPOC, vous avez écouté toute la douleur des parents et il se fait que dans certaines écoles privées, on vous impose l'achat des ouvrages au sein même des écoles. On veut savoir, est-ce une sorte de contrat que vous faites avec les directeurs pour qu'ils puissent imposer à ces apprenants l'achat dans leur établissement? Dites-nous la vérité. Non. Moi, personnellement, je ne fais pas de négociation. En tant qu'éditeur, auteur d'ouvrage, je ne fais pas de négociation particulière avec les promoteurs d'établissement. Avec les promoteurs d'établissement. Mais ça se fait. Mais ça se fait. Ça peut se faire. Mais ce que moi, je vous dis, c'est quoi? Normalement, la démarche pédagogique que moi, je vois, c'est pour atténuer. Ce que vous avez dit maintenant, là, vous voyez tout de suite la réaction des parents d'élèves. Nous avons le représentant, le président, qui a dit tout à l'heure que c'est de l'escroquerie. Vous avez dit que je n'aime pas ce terme. Oui. Il n'y a pas une question d'escroquerie là. Vous voyez, la démarche, elle est toute simple. Normalement, c'est pour aider le parent
à se procurer le dit document. Bon, si vous refusez l'escroquerie, c'est la corruption. Ce n'est pas la corruption, ça là c'est grave. Si vous dites d'accord. Il y a la criette qui est là maintenant. Donc, ce que je dis, c'est quoi? Normalement, la démarche pédagogique que nous lisons là, c'est que celui qui demande, venez acheter le document ici, ce n'est pas une imposition. Vous allez voir dans beaucoup de fournitures disponibles dans l'école. Ça veut dire que... Et quand on met disponible dans l'école, je mets le président à défi. Hein, il ne peut pas me dire que l'établissement ou une école a mis disponible dans l'école et que c'est un livre que le parent achète et que l'enfant amène le livre à l'école et qu'on l'ait retourné. On a vu le livre qu'on l'ait retourné parce qu'il n'a pas acheté ça dans l'école. Si c'était le cas, on va parler d'escroquerie. Oui, il peut y avoir peut-être un peu de sous qui pourraient faire décider. Mais normalement, je parle de ce qui est normal. Normalement, c'est les enseignants qui devraient, au cours de leur animation pédagogique, décider de l'ouvrage que les apprenants devraient utiliser. Maintenant, si l'établissement se trouve être... Souvent, c'est les établissements des zones reculées qui viennent se procurer chez moi. Pourquoi? Parce qu'ils sont, par exemple, très loin de Cotonou-Ville. Et les parents qui sont à Diagbo, c'est un exemple que je donne, qui ne trouvent pas le document à proximité pour se procurer. Eux, ils font le déplacement, ils viennent prendre les documents en quantité. Pour pouvoir, pas en quantité. Généralement, quand vous dites ça, c'est là où je dis peut-être le président ne maîtrise pas. Ce n'est pas des gens qui ont de l'argent, qui ont beaucoup d'argent pour venir prendre. Mais ou bon, bien ils peuvent venir vous voir. Nous apprenons, nous allons leur amener les livres. Vous nous les laissez peut-être à 3 000 francs. Nous allons leur dire que c'est à 3 500. Tout ça, c'est pour bénéficier. Parce que vous devez écouler. Quand vous parlez d'escroquerie, par exemple, vous ne pouvez pas escroquer les apprenants sur mes livres. Parce que je mets le prix sur, c'est mentionné sur le livre. Oui, mais vous n'allez pas. En dehors de ça, vous pouvez mentionner le prix sur les livres, mais le prix auquel c'est vendra. Non, si c'est 3 000 que je vends. Et que vous vendez à 2 000 au fondé. Oui. Non, ça là, revend à 3 000. Non, mais ce que vous dites, j'ai mis 3 000 francs sur le livre. Oui. Si je lui concède un pourcentage, là, c'est entre lui et moi. Ça, ce n'est pas de l'escroquerie. Non, mais ce n'est pas de l'escroquerie. Quand vous dites escroquerie, non, même du côté du fondé, ce n'est pas encore de l'escroquerie. Parce que le document se vend à 3 000, c'est mentionné dessus 3 000. Il s'est déplacé pour venir acheter. S'il vient chez moi et il veut acheter une quantité, pour dire, je vais acheter une quantité. Vous lui faites une réduction. Mais vous savez, nous sommes dans le commerce. Hein. Vous voulez hypothéquer. Mais on parle d'hypothèque, même si vous allez à la banque. C'est pour ça qu'ils nous prennent de frais. Mais ils veulent hypothéquer une partie de leurs sous. Ils ne sont même pas sûrs de rentrer en possession de ça. Ils vont demander quand même une petite réduction. D'accord, voilà. Je dis, ils ne doivent pas. S'il y a des mauvaises pratiques, là, ne cultivez pas. Normalement, je dis, si en dehors de la liste officielle, si les enseignants de l'établissement, mais de l'école, jugent nécessaire l'utilisation d'un document, ils peuvent proposer, toujours pour accompagner. Parce que le président a dit que c'est le résultat que nous recherchons. Si nous recherchons le résultat là, pourquoi ne pas accepter, c'est-à-dire apporter d'autres documents peut-être pour renforcer les capacités des apprenants? D'accord. Monsieur Podanro, vous avez également suivi la Vox Populi et les réactions sur le plateau. Les livres facultatifs ne doivent pas être imposés, mais il arrive que certains établissements trouvent la formule pour que les parents soient obligés de s'en approprier. Oui, là, ce sont les dérives et les déviances dont je parlais tantôt. Déjà, on prend la précaution de dire que c'est facultatif. Ce qui est facultatif, ça veut dire que le parent est libre d'acheter ou de ne pas l'acheter. Bon, moi, je n'en suis même pas au niveau des livres facultatifs. Déjà, les livres qui font partie de la liste officielle, publiée par arrêté ministériel, bon, qui sont en principe obligatoires. Déjà, quand l'enfant ne l'a pas, personne n'a le droit de le renvoyer de la classe pour ça. D'accord. Et c'est en cela que ce que vous expliquez, M. Kendéou, puisqu'il est sur le plateau en tant qu'éditeur, à propos du support,
il faut faire l'effort pour le comprendre. C'est comme ça que ça doit fonctionner. L'enseignant n'a pas à venir donner le nom d'un ouvrage et les pages où doivent se retrouver tel exercice ou tel document. Et c'est indispensable pour lui, pour que les enfants aient les informations dont ils doivent avoir besoin pour pouvoir comprendre l'apprentissage. C'est dans le montage de sa fiche pédagogique. D'accord, d'accord. Merci. Que le travail doit être fait. Oui. Maintenant, pour la escroquerie, je suis d'accord avec la position de M. Guindéo également quand il dit que une entente entre l'éditeur et le promoteur d'établissement n'est pas une escroquerie. Mais là où il y a une petite inquiétude, c'est que le promoteur, il sait que lui, il a un marché que constituent les apprenants et qui a la garantie d'un pourcentage sur chaque livre vendu, pourrait être tenté d'imposer ça et aux enseignants pour que ces derniers, à leur tour, puissent les imposer à leurs apprenants. Et voilà, c'est ce que nous disons, n'est-ce pas, M. Azon? Oui, je crois que cela c'est clair. Oui. Parce qu'au finish, c'est les parents qui en souffrent. Oui. Le livre est marqué 3 000, tu l'as laissé à 2 000 au fondé. Oui. Le fondé dit aux parents, vous avez vu, c'est marqué 3 000, donc vous payez 3 000. Voilà. Alors, il a 1 000 francs sur le parent. Et c'est ça qui n'est pas bien. Bon, je ne sais pas si c'est escroquerie, il faut l'appeler, ou bien aux corruptions. Je n'ai pas l'appellation. Monsieur le Président, oui. Moi je crois que ce débat-là, c'est-à-dire ce qu'on peut reprocher, quand on dit que c'est imposé là, c'est ça qu'on va reprocher. On ne doit pas imposer un document aux apprenants. Mais le document, si par exemple c'est sur la liste, l'inspecteur vient de dire, il vient de dire que si c'est sur la liste officielle, même ce qui est sur la liste officielle, on ne peut pas renvoyer un apprenant pour. C'est clair. Qui plus est, un document d'appui, vous ne pouvez pas. C'est des déviances. Ça ne devrait pas être le cas. Merci. Et maintenant, s'il y a des négociations entre un éditeur, si par exemple la personne quitte Parakou et va par exemple à Lomé acheter un document et revient là, et maintenant vend ça au même prix que le prix du marché. Si le parent refuse et va par exemple, mais ce que je vais vous demander, Monsieur le Président, si vous allez acheter un document à la Riben Notre-Dame, c'est un exemple que je donne, dans une librairie, je vais dire, excusez que voilà. Mais la librairie là, qui vend à du personnel, non. La librairie a du personnel, ça veut dire qu'il doit toujours, on doit toujours forcément leur concéder un pourcentage. D'accord, merci. Donc vous ne pouvez pas dire que le directeur, pour pouvoir écouler ces documents, c'est certainement que c'est une personne qui va gérer. Mais vous savez, donc il n'y a pas d'escroquerie là. Restons sur le niveau d'éditeur fondé et parent. Non, si par exemple le parent n'achète pas dans l'école et va dans une librairie, ce serait au même prix. Là où vous allez parler d'escroquerie, si le document est vendu par exemple dans les librairies à 3 000 et le fondé vend à 3 500, mais là, il a escroqué. D'accord. Mais si c'est à 3 000 et il vend ça à 3 000, il a aidé les parents, plutôt il a raccourci le chemin aux parents. Oui, mais là, il y a et ce n'est pas eux tous, à des moments donnés, ils vont même, il y a des établissements qui vont dans les librairies acheter pour mettre dans leur bibliothèque. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément qu'ils ont accès aux concepteurs ou bien aux auteurs. On vous a compris, hein, monsieur. Ne dites pas que je vais défendre les enseignants et les promoteurs. Non, c'est le cas. Non, ce n'est pas le cas. C'est le cas, hein. Non, mon raisonnement, il n'y a pas de logique dedans, monsieur le Président. S'il n'y a pas de logique, vous le dites. Les téléspectateurs en feront leur opinion. Je suis aussi parent d'élèves. Oui, non, mais ça c'est clair. Tout le monde est parent d'élèves. Mais vous ne vivez pas la même réalité que tous les parents. On va passer à la lecture de certains messages que nous ont envoyés les internautes. Il y a Billy Talibou qui dit ceci: il faut une recherche approfondie avant de parler d'escroquerie. On
vous soutiens là. Moi, personnellement, j'achète des livres complémentaires non prévus dans la liste des fournitures à mon enfant. Ceci pour lui permettre d'avoir d'autres regards sur les mêmes sujets. Ce sont peut-être les mêmes sujets, mais les formulations changent parfois. L'idéal, c'est d'offrir d'autres possibilités à l'apprenant. Quand je prends les ouvrages, ça ne devrait pas être de trop, car nos enfants ont pour la plupart perdu l'habitude pour la lecture. Toussaint Sagofanou nous dit, lorsque les moyens d'un parent le permettent, 1 ou 2 livres en plus de ce qui est prévu au programme est une longueur d'avance pour l'enfant qui aime lire, aime faire des recherches, aime se cultiver et aime faire des exercices. Ce qui m'étonnerait, c'est qu'on exige de tous les apprenants une multitude de livres ou autres documents avec la possibilité de les renvoyer du cours s'ils ne les achètent pas. Voilà. Et Bilikis Talibou qui revient pour dire, pour les parents qui ne peuvent pas acheter tous les ouvrages à cause des moyens limités, on devrait trouver des solutions alternatives, suivre avec un camarade ou photocopier la page à étudier ou copier. Ce que moi, je voudrais surtout qu'on régularise, c'est le tarif qui doit être uniforme partout. Car dans une école, tu as un coût, dans une autre, un autre prix. Toujours pour le même ouvrage. Et Simplice Dako nous dit, le comble est l'imposition aux apprenants des documents dits d'accompagnement que réalisent les professeurs eux-mêmes. Des livres de musique à usage unique, donc à utiliser une seule fois et à acheter chaque année. Des feuillets de sport vendus chers, etc. Pour moi, les enseignants ont trouvé le tuyau pour escroquer les parents d'élèves. Et voilà, les enseignants ont trouvé le tuyau pour escroquer les parents d'élèves. C'est Maître Simplice Dako qui le dit. Il est huissier de justice et il est parent également. Il le dit. Alors, chers téléspectateurs, si vous aimez cette émission Opinion et que vous avez envie d'y participer, eh bien, nous laissons le contact de l'émission. C'est le 90 93 37 53 90 93 35 53. Vous pouvez vous faire inviter à participer à ces différentes thématiques que nous développons sur cette émission. Alors, nous allons faire un tour de table. Vous avez eu des messages qui se sont ajoutés. Alors, aujourd'hui, le parent qui n'a pas les moyens, nous sommes à quelques jours de la rentrée, le parent qui n'a pas les moyens, est-ce qu'il peut faire le peu qu'il est capable de faire, quitte à ce que, bon, on voit le reste après pour son enfant. Le peu qu'il est capable de faire, c'est ce que le gouvernement a décidé en matière de livres à acheter. Il faut que le parent fasse tout possible pour acheter tous les livres décidés. En dehors des livres qui sont officiellement au programme, ça veut dire que le parent, il peut s'opposer au cas où on va renvoyer son enfant, il peut saisir les instances compétentes. Non, ça c'est clair. On ne peut pas renvoyer son enfant parce qu'il n'a pas pu acheter les livres. Hein. Mais l'idéal, c'est que le parent achète les livres au programme, décidé par le gouvernement. Oui. Vous savez, il y a aussi un risque, on a entendu dans la Voix Pop tout à l'heure, le fait d'aller chez d'autres camarades pour dire je veux travailler dans ton livre, etc. Ça peut donner lieu à d'autres... À d'autres déviances. Donc, lorsque la fille va chez un autre garçon parce que le parent de ce garçon lui a acheté tous les livres et la fille n'a pas pu avoir les livres, bon, ça peut... C'est inquiétant. Tout ça, le parent, il est obligé de faire profil bas ou bien de chercher les moyens pour pouvoir... Il vaut mieux que le parent approvisionne son enfant en documents. Et comme ça, monsieur Guénéou, il est très content. Non, je ne suis pas content parce que je suis éditeur. Je vous ai déjà dit que je suis parent. Il faut avouer que cette kyrielle de livres, comme vous l'avez dit, ce chapelet de livres, ça donne des soucis, surtout à la rentrée, à tous les parents d'élèves. Là, j'appuie le président, je suis d'accord. Et l'inspecteur l'a dit tout à l'heure, même si un enfant n'a même pas les documents recommandés, que ce soit document recommandé, document d'appui, et proposé par arrêté ministériel, on ne doit pas le renvoyer. Mais c'est là où j'invite les enseignants au coaching. Vous savez, quand moi j'étais, en tout cas, si moi je suis dans une classe, je fais tout. Je vais qu'ils fassent tout pour que ce qu'ils désirent comme ouvrage, que les apprenants l'aient. Et vous avez vu, dedans, il y a un parent d'élève qui a dit,
il y a toujours des recherches. Moi, je voulais même ajouter quelque chose qui coûte aussi aux parents, hein, qui peut-être amène à d'autres déviances. Il s'agit, en dehors de tout ça, il s'agit des recherches à faire sur Internet. Aujourd'hui, nous sommes, vous savez très bien que nous sommes dans un petit monde, d'accord, et que les parents sachent, nous sommes tous d'accord que c'est très dur. Mes chers parents, faites tout. Approvisionnez vos enfants en outils didactiques. C'est très important. Et ne misez pas forcément sur les héritages que vous allez laisser aux apprenants. Le meilleur héritage qu'il faut donner à vos enfants, là, c'est d'abord l'éducation. Vous pouvez finir et ne pas pouvoir leur laisser d'héritage, mais s'ils sont bien instruits, bien éduqués, je suis sûr que c'est à eux, peut-être de leur richesse, ils pourront faire votre bonheur. D'accord. Alors, M. Podanjo, pour éviter un peu tout ce que nous dénonçons là, afin que tous les parents puissent acheter les livres qu'il faut, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'uniformiser non seulement le prix, mais les ouvrages qui doivent être utilisés dans les différentes classes, dans les établissements scolaires? Oui, absolument. Si déjà la disparité est le principal problème, c'est qu'il faudrait uniformiser. Il faudrait uniformiser pour que tous les parents puissent avoir accès équitablement à tous les manuels. Maintenant, ce que je voudrais ajouter, très rapidement, et qui c'est au niveau du secondaire en particulier. Vous savez, sur vos antennes, le MAMP, le ministère de l'enseignement maternel et primaire, a publié l'information selon laquelle les manuels de mathématiques et de français ont été modifiés pour le CI et le CP. Alors, il y avait sur un réseau, dans un groupe WhatsApp, je suis, quelqu'un qui dit, mais pourquoi il attend la veille de la rentrée pour faire une pareille annonce? Et quelqu'un d'autre lui a répondu non, que ce sont des manuels qui sont mis à la disposition de chaque apprenant cette fois-ci. Avant, c'était un livre ou deux. Maintenant, la politique qui est menée au niveau du MAMP, c'est de mettre à la disposition de chaque apprenant un manuel de français et un manuel de mathématiques. Et c'est gratuit? C'est gratuit et l'enfant peut même rentrer avec. D'accord. Mais on ne lui offre pas ça. Hein. Il va l'utiliser pendant l'année et à la fin de l'année, l'établissement va le récupérer. Je crois que peut-être l'enseignement secondaire va commencer par réfléchir pour aller dans ce sens, particulièrement dans les zones où le pouvoir d'achat des parents ne leur permet pas, leur pouvoir d'achat et aussi leur pouvoir d'achat, mais aussi leur degré d'adhésion à la chose éducative. Parce que certains parents ont bien l'argent, mais parce qu'ils ne voient pas l'importance de l'école, ils ne veulent pas y investir. D'accord, c'est une très bonne proposition que vous faites, hein, Monsieur Maurice Vincent Podanjo. Si on peut arriver à mettre à la disposition des enfants, chaque enfant a le livre au programme et à la fin de l'année, il restitue, eh bien, ça va être une très belle chose. En tout cas, il faut que les différents responsables y réfléchissent. Nous vous disons merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à Monsieur Epiphanazon d'être passé dans cette émission. Monsieur Guindéo, merci à vous. Merci. Je sais que vous êtes... Vous avez bonne rentrée à tous les acteurs du système éducatif. Absolument. Merci beaucoup à vous, Monsieur Maurice Vincent Podanjo. Allez, merci, à bientôt. Jennifer. Nous allons marquer une pause et raccompagner nos invités. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre... Il y
y a deux formes de pêche en réalité. Il y a la pêche dans le fleuve quand il y a l'inondation. Les gens vont pêcher normalement. Mais il y a une autre pêche qui se fait à contre-saison. Quand il y a la décrue et que l'inondation a disparu et que le fleuve Boumé a retrouvé son cours, les gens, de manière traditionnelle, ont créé des étangs dans la vallée même, dans le plus bas fond de la vallée. À chaque endroit où il y a les étangs, les poissons se retrouvent là. Et puis on les laisse. On les laisse durant environ 5 mois. C'est souvent à partir d'avril et à mai qu'on commence pas à aller maintenant pêcher dans ces étangs traditionnels. Premièrement, on désherbe d'abord. On enlève tout ce qui est résidu des herbes dedans. Et il y a plusieurs techniques. Il y a une technique qui consiste à prendre des filets et à passer dedans comme on le fait dans les cours d'eau normalement. Il y a une technique il y a des nasses qu'on appelle où il y a des pêcheurs avec la main nue. C'est une activité quand même passionnante avec toute une histoire, des subtilités derrière. Mais c'est comme ça que ça se fait. Ce n'est pas que vous venez vous-même, on ne pêche jamais dans son étang traditionnel seul. Il faut inviter les gens. Et quand vous invitez, ils travaillent comme normalement vous les nourrissez. À la fin, ils ne prennent pas de l'argent. Là, il n'y a pas de l'argent qu'on prend. C'est les poissons qu'on partage aux gens. C'est une activité économique, hautement économique. Parce qu'on peut faire la pêche dans un étang et vendre pour des centaines de mille. Ça dépend de la longueur, ça dépend aussi de la moisson, je dirais même du développement des poissons dans l'étang. Il y a des femmes que j'en connais, très rares quand même, qui ont cette activité, qui vont pêcher, mais la plupart du temps, quand c'est la pêche organisée et par les propriétaires, c'est toujours les hommes qui le font la plupart du temps. Les femmes viennent seulement les soirs pour acheter les poissons ou bien aider les hommes à emporter les poissons à la maison. À la fin, il choisit, il y a une partie, il peut prendre le 3/4 pour lui et l'autre partie, il partage ça à tous ceux qui ont travaillé dans les temps. C'est quelque chose qui se fait, c'est tellement fascinant parce qu'on aligne les poissons. Si vous êtes 10, lui là, il a déjà pris la part qui est pour lui, c'est peut-être 3/4 souvent qui est pour lui. Il y a le quart qui reste et si vous êtes 10, vous alignez 10 là. Et il prend les poissons avec ses yeux, il regarde la grosseur et il les aligne. Il les aligne jusqu'à ce que les poissons finissent. Chacun a sa part. Il y a des gens qui sont subtils. Lors de la pêche normale avec le propriétaire, il y a souvent les poissons creusent des trous. Il y a des gens qui ont des poissons qui mettent ça dans les trous et qui les ferment à l'intérieur. Et quand on a fini tout, le gars revient maintenant, il rentre dans, il fait comme s'il pêche des poissons normaux. Alors qu'il avait déjà pêché le poisson depuis, il l'avait mis dans un trou là. Et cette activité tend de plus en plus à disparaître un peu, parce que les étangs se comblent. Avec l'eau de ruissellement, les étangs disparaissent. Par exemple, quand moi, dans mon village, à Zori, nos étangs qui étaient là ont pratiquement disparu aujourd'hui. Et on se comblait, l'eau de ruissellement a tout emporté. Ça fait que difficilement aujourd'hui, en pays où mais dans la vallée de l'Ouémé, on trouve encore du poisson en temps de décrue. Alors qu'avant, il y avait du poisson à tout moment. Soit les gens allaient avec les hameçons et consorts pour pêcher quand on n'a pas encore prêt à faire la pêche normale ou bien. Mais aujourd'hui, les étangs disparaissent et je pense que c'est une problématique que les autorités locales devront résoudre, sinon, c'est pas bon. Alors, nous allons passer au prénom africain. Même si la mort tue n'importe comment, il en restera un. Il en restera un. Quand il y a un ou deux qui ne sont pas morts, on les appelle les rescapés. C'est comme on est en train de, c'est ce que je suis en train de dire par le prénom d'Inabo. Quand un couple naît au monde d'enfants, mais la mort vient leur arracher, il arrive qu'il
ils mettent un au monde après avoir aussi consulté le phare et, comment on appelle, faire les sacrifices qui en sortent. Ils donnent le nom de Dinakpo. Ils sont choyés et c'est difficilement que Dieu m'a accordé cet enfant, ou c'est difficilement que Dieu m'a accordé ces enfants, si c'est 3, si c'est 4, que le couple a eu à obtenir de Dieu après tant de morts. Dinakpo, c'est le premier à qui on a donné ce nom, celui qui a survécu, qui a résisté à cette mort, qui ne fait qu'arracher à ce couple ses enfants, celui qui vient résister à la mort. Voilà donc les explications du prénom Dinakpo, c'est celui qui résiste à la mort. C'est un prénom assez fort quand même. Il l'a dit, c'est le rescapé. Voilà. C'est le rescapé, il est vraiment brave celui-là. Il doit pouvoir défendre tous les autres et être assez courageux. Dinakpo, c'est l'explication que Anis Pépé nous permet d'avoir de ce prénom. Alors, c'est le moment de passer à la capture qui tient compte de l'actualité. Vous allez la découvrir. Allez, c'est quoi cette image que Jennifer nous a sélectionnée aujourd'hui? Oui, vous allez voir tout à l'heure, ça va certainement s'afficher. Ce qui est sûr, c'est un parent d'élève qui est face à son enfant qui doit aller à l'école, qui doit reprendre les cours. Apparemment, il est en train de lire la liste des fournitures scolaires. Voilà, et qui lit justement cette liste-là qui est, je dois dire, quand même un peu exorbitante. Il y a là pain avec macaroni, des guets, pain avec sucre, un lance-pierre, une épée et voiture, un sac de riz, blablabla. Tu es sûr que c'est la liste des fournitures qui est là, comme ça, Willy? C'est la question. Et Willy dit, oui, papa, c'est ça. Je crois qu'il y a un peu d'exagération. On parle d'épée, on parle de voiture. Je ne sais pas vraiment ce que ces enseignants-là, dans la caricature, vont faire avec une voiture, avec une épée, et un lance-pierre, mais c'est compliqué. Est-ce que le petit Willy est sûr que cette liste-là provient de l'école? Mais puisqu'il a la liste en main et qu'elle n'est pas manuscrite, elle vient de quelque part. Le parent doit se débrouiller pour trouver une voiture, dans ce cas, pour l'enfant, et un lance-pierre, une épée également. Là, il n'a pas le choix. C'est à croire que, comme on le dit, il y a la liste additive des élèves qu'ils conçoivent, la liste qu'ils conçoivent eux-mêmes et qu'ils remettent aux parents. Et oui, ailleurs, on dira il faut acheter peut-être telle chose, tel jouet, telle chaussure. Moi, je me suis demandé quel est le rôle de la voiture. Est-ce pour apprendre à l'enfant à conduire? Quel est le rôle de l'épée également? Bon, le rôle de la voiture, c'est pour l'amener à l'école. Chaque enfant doit avoir sa voiture. Et voilà, c'est ce que ça veut dire. Oui, on doit... Vous savez pas, Chaque enfant doit avoir sa voiture. Les enfants, ils sont très contents lorsque leurs parents les amènent à l'école à bord de leur voiture. Mais comment ils sont contents de descendre, de rabattre la portière et de dire au revoir papa, au revoir maman. Je suis bien d'accord. Mais lorsque vous avez 3 enfants, dans ce cas, comment vous faites pour avoir 3 voitures qui emmènent chaque enfant à l'école? Bon, vous allez vous débrouiller avec eux. Et l'épée, c'est tellement que c'est pour se défendre. Vraiment, c'est... Ou bien, ils veulent certainement imiter ce qu'ils voient dans les dessins animés et autres. Là, c'est dangereux. Ah oui, il faut le raisonner, il faut lui parler, lui dire qu'il n'a pas encore besoin de ces fournitures pour le moment. Le moment venu, le papa ou la maman va les lui acheter, ou bien lui-même peut se l'offrir. Absolument. Merci beaucoup. C'est de l'humour aussi, mais qui est en accord avec l'actualité de la rentrée des classes. Allez, bonne rentrée, bonne reprise à tous les enfants, à tous les acteurs du système éducatif.
Nous allons passer à l'instant éco et aujourd'hui, Jennifer veut nous parler du gari. Le gari, oui, c'est, comme on le dit, la nourriture préférée des étudiants. Je ne sais pas si elle l'est toujours. En tout cas, nous parlons du gari dans Instant Éco. Alors Jennifer, que voulez-vous nous faire savoir sur le gari et sa production? Déjà, je pense que si on dit que c'est la nourriture préférée des étudiants, je pense que c'est parce que le gari est accessible à tous et c'est l'aliment de base des populations. Aujourd'hui, la mesure est à 500 francs. Mais toujours est-il que le gari ne manque pas dans nos cuisines. Oui. Ah, oui. Toujours est-il que ça ne manque pas. Donc, c'est plus facile à manger sans être cuit forcément. Et voilà, ça dépanne plus d'un. Donc, c'est l'aliment de base des populations du bassin du Bénin. Et est-ce que vous savez que son procédé de fabrication est l'héritage technologique de la production d'une farine brésilienne? Voilà, donc c'est de là que l'idée est venue et cela a été introduit au Bénin dans les années 1800, sauf qu'il y a une différence de goût au niveau des deux préparations. Lorsqu'on parle un peu de la tchéké aussi, cela est un peu relatif. Alors, l'intérêt de l'essorage en ce qui concerne la production du gari chez nous est évident et cela raccourcit la durée du toastage, sa puissance et par suite la consommation de bois de chauffe. C'est par tout cela que le manioc passe pour devenir le gari. Et ces améliorations de l'opération n'ont porté que sur la démonstration du double foyer et cela évite l'insalubrité du travail dans la fumée. Oui. Le district de Savalou au Bénin est réputé pour la qualité de son gari qui prime sur les marchés béninois et nigérians. Certaines études ont été réalisées dans ce sens auprès des groupements communautaires dynamiques et bien organisés. Il est apparu que la qualité du gari tient pour une large part à la dispersion granulométrique resserrée d'une pure, exempte de fibres amidonneuses et de grosses particules souvent fibreuses. En ce moment, vous vous rendez compte que ce gari est légèrement sucré, pas très acide comme on a l'habitude d'en trouver parfois. Alors, la conception, en ce qui concerne la transformation toujours du manioc, la conception d'unités industrielles a mobilisé plusieurs constructeurs et de plus en plus, un peu à l'intérieur du pays, on se rend compte qu'il y a plusieurs unités de transformation. Absolument. Cela évite, un peu comme nous voyons là. Exactement. Cela évite le gaspillage parce que lorsqu'on le fait à la main, il y a des risques de pertes énormes qui atteignent parfois 40% et ça n'apporte pas beaucoup aux producteurs. Donc, voilà un peu ce que je propose sur le gari aujourd'hui. Ah oui, c'est intéressant. Et aujourd'hui, moi, je me dis, le gari, il est devenu très cher sur le marché. Oui, malheureusement. Bon, il y a des gens qui en exportent aussi. Donc, je pense que c'est une source de bonne affaire. Tout à fait. Ah oui. Tout à fait, pour ceux qui sont intéressés. Parce que ça ne manque pas. Vous voyez, nous avons eu plusieurs repas tout à l'heure, du gari délayé avec de l'arachide. Je pense que c'est un indispensable, quoi qu'on dise. Oui, le gari est indispensable. Vous savez, moi, des fois, c'est maintenant que je suis en train de perdre un peu cette habitude. Vous en aviez toujours? J'en ai toujours dans mon... oui, à côté de moi. Voilà, je comprends. Voilà, merci beaucoup. Merci pour ces informations sur notre gari, le sauveur des étudiants, comme on le dit très souvent. Oui, il nous a rejoint. Papizac. Bon, je suis là. Par rapport au gari, aujourd'hui, ce n'est plus le sauveur des étudiants, c'est le sauve qui peut. Ah oui? Oui, et le peu qui achète. N'est-ce pas? Et le peu qui achète. Oui. Parce que ça ne sauve plus et que le prix a légèrement grimpé. Oui, parce que aussi les étudiants n'ont plus cette capacité-là. Entre-temps, c'était à 100 francs, 200 et puis on s'en procurait. Bon, je me rappelle aussi, dans un futur passé très récent. Futur passé très récent.
Bon, ça là, moi, je ne comprends pas. N'embrouillez pas les apprenants qui veulent reprendre le cours. Ah bon, ils n'ont qu'à s'en tenir à ce que leur dira simplement leur maître et leur professeur. Voilà. Pour déjà la rentrée, j'ai une astuce pour les parents. Et pour l'astuce, j'ai essayé de... Ah oui, vous le disiez. De mettre ça quelque part. Et chers téléspectateurs... Je suis aussi parent, je vais prendre note de cette astuce. Prenez note de l'astuce. Vous allez prendre 10 noix de mangue, 10 noix de mangue, 10 noix d'avocat et 10 noix de coco. Vous les coupez en petits morceaux et vous mettez le tout dans une casserole que vous mettez sur un feu doux pendant 2h30 minutes de cuisson. Après cuisson, vous enlevez tout, vous mettez ça dans un passoire, vous enlevez l'eau et vous séchez ça au soleil environ 2-3 jours. Donc quand ça va se sécher proprement, vous mixez ça si vous avez un mixeur ou vous pilez ça si vous avez un mortier. Donc après avoir tout fait, vous pilez jusqu'à ce que ça devienne de poudre. Une farine, une poudre. Et donc quand après avoir fait tout cela, vous mettez le tout dans un pot en plastique et vous y mettez d'huile d'olive. D'accord. D'huile d'olive. Et vous mélangez jusqu'à ce que la poudre soit homogène. Avec l'huile et puis que ça soit un truc en pâte, comme quelque chose du genre. Si vous n'avez pas d'huile d'olive, vous prenez un peu de beurre de karité et vous essayez de faire tout ça. C'est pour les apprenants. Ça va permettre aux apprenants d'avoir déjà une bonne mentalité. Ça va les épargner les petites infections au cours de l'année et tout. Vous mettez le tout dans un pot. Ou bien, comme on l'a dit tout à l'heure, vous y mettez de l'huile d'olive ou du beurre de karité. Vous rendez le mélange homogène pour que ça soit une pâte pour qu'on puisse comme une passer. Purée. Très bien. Alors, vous mettez le tout dans un frigo. Si vous n'avez pas de frigo, achetez de la glace, mettez ça dans une glacière, mettez-y beaucoup de glace pour que ça passe toute la nuit dans la fraîcheur. Le lendemain, prenez le pot, mettez ça dans la poubelle parce que ça ne fait rien, ça ne fera absolument rien à personne. Donc, c'est une astuce pour pouvoir permettre aux parents... Il vaut mieux l'éviter. Si il faut se gêner comme ça, piler, congeler, ensuite jeter, Papy Zach, on peut s'en passer. Bon, c'est une astuce parce que c'est la rentrée, donc ça nous revient à nous de leur donner des astuces. Donc, moi, vous n'êtes pas sérieux tout simplement. Merci Papy Zach. Je vous en prie. Allez, on va danser un peu avec Sessima. Vous savez danser du Gmon? Non, bon, parce que je ne suis pas de l'autre côté là-bas, seule maman essaye de le faire un peu. On va voir rapidement les vrais danseurs du Gmon. Vous avez promis de montrer aux téléspectateurs. Bon, quand il est en 3 pièces. Mais voilà, merci. Il faut que vous le fassiez en veste pour qu'on vous note et qu'on voit de quoi vous serez capable. On ne saura apprécier ses pas. Bon, voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez-y. On va découvrir. C'est ensemble on va danser. Sinon, on ne pourra pas nous apprécier. J'avoue que... Oui, on découvre Sessima.
voilà, j'espère que vous m'avez bien noté, hein. J'ai bien dansé, n'est-ce pas? C'est bien sûr. Et pour avoir bien dansé aussi, je vais vous trouver un stage chez Ballet à Pamol. Non merci, je réponds pour lui, non merci. Ah oui, il se moque bien de moi. Merci beaucoup. Et mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission que nous avons eu du plaisir à animer. Jennifer, on se dit à demain. À demain, oui. Absolument. Voilà, à demain pour une autre émission Nopinen. D'ici là, portez-vous bien. Allez, au revoir.